À 02h, le 10 octobre 2025, un satellite occidental s'est tu pendant exactement 6 minutes et 32 secondes. Dans cet interstice, un corridor de 300 km à travers le Sahel s'est effacé comme avalé par la nuit, et personne n'a su dire pourquoi. Mais quelque chose bougeait déjà. Un convoi de 23 véhicules sans insigne avançait vers Ouagadougou. Ibrahim Traoré y tenait le silence comme une arme, décidé à prouver qu'un continent pouvait cesser de demander la permission d'exister. Ce soir-là, quelque chose de plus grand que le convoi prenait forme, une promesse scellée dans la poussière du Sahel. Depuis des décennies, le Burkina Faso dépendait d'autorisations venues d'ailleurs, de signatures étrangères pour défendre son propre sol. Mais cette fois, les moteurs qui vibraient dans la nuit parlaient une autre langue, celle de la souveraineté. Pour Ibrahim Traoré, chaque kilomètre parcouru représentait un risque calculé, un pari contre l'attente, contre les décennies de dépendance institutionnalisée. Le bénéfice, lui, tenait en 10 mots, reprendre le droit de décider sans permission étrangère. Ce que le monde appelait insubordination, lui le voyait comme un retour à l'équilibre, une rectification morale autant que politique. Car l'enjeu n'était pas militaire, il était existentiel. Pouvoir dire « nous » sans demander « peut-on ». Le silence des radars devint le symbole d'un réveil, celui d'un continent fatigué d'attendre l'approbation. Et dans ce désert, l'idée d'un futur sans tutelle cessa d'être un rêve pour devenir un itinéraire. Les premiers rapports techniques indiquèrent qu'entre 02h et 02h06, aucune anomalie n'avait été détectée. Pourtant, sur les écrans de surveillance, une zone de 300 km avait disparu, comme effacée du réel. Ce fut la première révélation. Le vide n'était pas accidentel, il était intentionnel. Dans le langage froid des analystes, on parla d'un blackout. Mais sur le terrain, cette coupure signifiait autre chose, le moment où l'Afrique décida de bouger sans permission. C'est dans ce couloir d'ombre qu'avançait le convoi dirigé par Ibrahim Traoré, un militaire devenu chef d'État par lassitude de l'attente. Il ne cherchait ni triomphe ni spectacle, seulement un acte concret capable de rompre le cycle de dépendance. Depuis des années, les missions étrangères avaient quitté le Burkina Faso en laissant derrière elles des casernes vides et des promesses éteintes. Les villages brûlaient, les diplomates débattaient et les appels à l'aide se perdaient dans les couloirs des chancelleries. Pour Traoré, ce constat n'était pas une thèse géopolitique, c'était un inventaire du réel. Le Fonds national de souveraineté, créé en 2024, fut la seconde révélation. Alimenté par l'or national, il permit de financer les véhicules, les systèmes de défense, les munitions, mais surtout une idée, que la sécurité ne s'achète pas à crédit moral. Chaque pièce d'acier payée localement représentait un refus symbolique d'attendre le feu vert d'autrui. Ce soir-là, la dépendance cessa d'être une condition. Elle devint un choix refusé. Et quand le convoi atteignit la périphérie de Ouagadougou, le silence reprit sa place, épais, presque sacré. Le monde extérieur ne vit qu'une image, des phares rouges alignés dans la poussière. Mais au cœur du Sahel, c'était le texte d'une nouvelle histoire qui s'écrivait, celle d'un continent qui pour la première fois parlait avec ses propres instruments. Dans cette nuit sans signal, Ibrahim Traoré n'avait pas seulement conduit un convoi, il avait ramené un mot interdit, souveraineté. À l'aube, le convoi entra dans un hangar fortifié au nord de Ouagadougou. Le soleil peinait à percer la brume de poussière, et dans cette lumière filtrée, chaque silhouette semblait taillée dans la fatigue et la conviction. Ibrahim Traoré descendit du véhicule de tête sans escorte. Pas de discours, pas d'ordre crié, seulement un geste. Il posa la main sur le capot brûlant, comme pour sentir la chaleur de ce qu'il venait d'allumer. Les soldats autour de lui étaient jeunes, la plupart à peine sortis des académies. Ils avaient grandi au rythme des retraits étrangers, des aides suspendues, des traités renégociés sans eux. Ce qu'ils voyaient ce matin-là n'était pas une victoire militaire, mais la preuve qu'ils pouvaient agir sans attendre d'instructions venues du Nord. Quelques heures plus tard, des photos floues circulèrent, 23 véhicules stationnés, drapeaux couverts, hommes debout dans la poussière. Les analystes y virent une provocation, les habitants, eux, y virent un signe. Dans les marchés de Ouagadougou, on murmurait « Cette fois, c'est à nous ». Dans les jours qui suivirent, le vent
porta ces images au-delà des frontières, et quelque chose changea dans la perception collective. La peur cédait la place à la possibilité. Le geste de Traoré devint contagieux, pas par la force, mais par la cohérence, parce qu'au Sahel, la confiance ne naît pas des discours, elle naît du mouvement, et ce mouvement, désormais, avait un nom, un visage et une direction. Tout commença bien avant le silence du satellite. L'histoire de ce convoi plongeait ses racines dans les années où l'aide étrangère tenait lieu de politique de sécurité. Depuis le retrait des dernières missions occidentales, en 2024, le Burkina Faso vivait dans une transition interminable. Des bases abandonnées, des équipements rouillés, des promesses non tenues. Ibrahim Traoré, alors capitaine, parcourait les zones frontalières du Nord. Il y voyait les écoles transformées en casernes, les routes contrôlées par des groupes armés, les villages où les femmes murmuraient que la paix arriverait bientôt. Ces mots, répétés depuis des décennies, avaient perdu leur sens. Pour lui, attendre encore, c'était capituler son combat. Le tournant eut lieu quand il proposa de créer un fonds de souveraineté nationale alimenté par l'or du pays et par les exportations agricoles. Cette idée, d'abord jugée irréaliste, devint la base d'une transformation silencieuse. En quelques mois, des contrats furent conclus avec la Chine pour des systèmes de défense adaptés aux réalités du Sahel. 6 véhicules VN-22B, 4 lanceurs SR-5 d'une portée de 70 km, 2 transporteurs de commandement VV-51 et 14 camions logistiques. Dans les rapports occidentaux, cette opération fut qualifiée de violation du protocole d'assistance. Mais sur le terrain, elle fut vécue comme un acte d'affirmation. Les moteurs chinois devinrent, pour la première fois, la bande sonore de l'indépendance africaine. La nuit du 10 octobre 2025, quand le satellite se coupa, l'ordre était simple. Aucune lumière, aucune transmission. Le convoi partit de la périphérie de Kaya. À chaque kilomètre, un message implicite « Nous n'attendrons plus ». Le silence fut total, pesant. Seule la poussière soulevée servait de signal. À 02h06, le corridor de 300 km sortit du brouillard numérique. Mais il était déjà trop tard. Le convoi avait disparu dans la nuit et le monde occidental avait perdu 6 minutes d'histoire. À 05h, les véhicules atteignirent leur destination. Un hangar sécurisé, propriété de l'armée burkinabé. Ce fut la fin d'un trajet de 3 heures et le début d'une ère nouvelle. Les officiers descendirent, épuisés mais lucides. Ce qu'ils avaient fait ne se mesurait pas en kilomètres, mais en siècles de dépendance effacés d'un seul geste. À l'aube, un lieutenant souffla. « Nous avons enfin quelque chose qui nous appartient. » Traoré répondit simplement « Non. Nous avons enfin le droit de nous défendre. » Ce matin-là, le Sahel ne se réveilla pas à un nouvel ordre militaire. Il s'éveilla à une nouvelle logique, celle où la permission n'existait plus. Pour comprendre la portée de cette nuit, il faut regarder les données. Le Fonds national de souveraineté, officiellement créé en 2024, atteignait à cette date 250 millions de dollars, une somme modeste à l'échelle mondiale, mais suffisante pour financer la première doctrine de défense totalement indépendante du Burkina Faso. Chaque dollar représentait une rupture avec le passé, un calcul où la dépendance coûtait désormais plus cher que la liberté. Les chiffres parlent. Selon l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm, la Chine fournissait près de 20% des importations d'armes majeures en Afrique subsaharienne. Ce qui, quelques années plus tôt, n'était qu'une statistique enfouie dans des rapports, devint réalité sur le terrain. Pour Ibrahim Traoré, ces pourcentages n'étaient pas des abstractions. Ils incarnaient un transfert de pouvoir, la preuve que l'Afrique pouvait négocier sans traducteur, acheter sans permission. Le deuxième indicateur tenait à la logistique. 23 véhicules, 6 VN-22B, 4 SR5, 2 BBZ-151, 14 camions de soutien. Derrière ces nombres se cachait un principe. Mesurer pour ne plus dépendre. Chaque pièce livrée à Ouagadougou était comptée, vérifiée, enregistrée non par des consultants étrangers, mais par des officiers locaux. Troisième repère, les délais. Entre la signature du décret et la mise en mouvement du convoi, il s'écoula 321 jours, moins d'un an, pour transformer une idée en action. À titre de comparaison, les programmes d'assistance étrangers prenaient en moyenne 4 ans avant leur mise en œuvre. La différence n'était pas seulement temporelle, elle était morale. Les économistes burkinabés traduisirent ces écarts en équations simples.
indépendance et vitesse X responsabilité. La souveraineté n'était plus une formule politique, mais un ratio mesurable entre décision et exécution. Ces données, combinées, dessinèrent une courbe claire, celle d'un continent qui cessait de subir les retards pour imposer son propre rythme. Et ce rythme, Ibrahim Traoré le fixait sans attendre d'approbation. Pour les observateurs extérieurs, ces chiffres semblaient anecdotiques, mais pour les habitants de Kaya, de Dori ou de Ouahigouya, ils signifiaient que les patrouilles reprenaient, que les écoles rouvraient, que le bruit des moteurs n'était plus synonyme de menace. La doctrine de la nécessité, ainsi qu'il la nomma plus tard, reposait sur cette simple équation. Quand l'aide devient conditionnelle, l'autonomie devient stratégique. Chaque nombre, chaque kilomètre, chaque heure de silence validait cette logique. Et quand les écrans occidentaux retrouvèrent enfin le signal, le monde comprit ce que signifiait vraiment la disparition de 6 minutes, l'effacement d'un vieux scénario. Les critiques ne tardèrent pas. À Paris, à Bruxelles, à Washington, on parla de dérive, de dépendance déplacée, d'une nouvelle forme d'alignement déguisé. Certains analystes soutinrent que le Burkina Faso remplaçait une tutelle par une autre, troquant les conditionnalités occidentales pour l'opacité chinoise. L'argument semblait solide. Les armes venaient d'ailleurs, D'ailleurs, les contrats étaient discrets, et le silence de Pékin inquiétait autant qu'il fascinait. Mais Ibrahim Traoré répondit à cette accusation sans emphase. La dépendance, dit-il, n'est pas une question de provenance, c'est une question d'autorisation. Sa logique était implacable. Celui qui décide quand vous pouvez agir est votre véritable propriétaire. Dans cette phrase, tout le débat sur la souveraineté trouva sa densité. Ses détracteurs évoquaient les risques. Perte de transparence, confusion des alliances, militarisation régionale. Pourtant, sur le terrain, la réalité contredisait ces hypothèses. Les formations militaires étaient accompagnées de cours de droit humanitaire, les systèmes de défense intégraient des protocoles de sécurité civique et les zones frontalières redevenaient habitables. Ce n'était pas une militarisation, c'était une méthode. Un diplomate européen, resté anonyme, admis plus tard, nous pensions que le danger venait des armes. Mais c'est la discipline qui change tout. En d'autres termes, le paradoxe du Sahel n'était pas celui de la force, mais celui de la retenue. Ibrahim Traoré, souvent décrit comme un homme taciturne, avait transformé une équation politique en morale pratique. Agir sans devenir ce qu'on combat. Dans ses ordres, le mot prudence revenait plus souvent que offensive. Et c'est peut-être cela qui dérangeait le plus, qu'un continent réputé pour son instabilité montre soudain plus de méthode que ses anciens tuteurs. Ainsi les critiques perdirent de leur intensité. Le Stillman s'effondra devant le terrain. La discipline, en mouvement, devint l'argument le plus convaincant. La dépendance est morte dans le désert. Cette phrase, prononcée par Ibrahim Traoré au milieu d'un silence radio absolu, marqua le point de bascule. Elle ne fut pas retransmise, pas publiée, seulement murmurée entre deux transmissions cryptées à bord du véhicule de commandement. Mais elle résumait tout, un changement d'époque condensé en 8 mots, car à cet instant précis, la logique des alliances venait de se renverser. L'Afrique n'était plus l'objet d'une politique étrangère, elle devenait sujet de sa propre équation. Les puissances extérieures cherchaient encore à interpréter ce silence, panne, provocation ou signe d'autonomie, tandis que, sur le terrain, la réponse se construisait déjà. Les convois s'étaient arrêtés à l'orée de Ouagadougou. Dans l'air, l'odeur de carburant se mêlait à celle du sable chaud. Ce n'était pas la fin d'une opération, mais la naissance d'un récit, celui d'une souveraineté tangible. En moins de 6 minutes, une fiction vieille de 60 ans venait de s'effondrer. Et de ce vide naissait une certitude nouvelle, le droit de se défendre sans demander l'autorisation et le premier acte de dignité. Lorsque la poussière retomba, les effets de cette nuit commencèrent à se propager bien au-delà du Burkina Faso. Dans les chancelleries, on parla d'un incident isolé. Mais sur le terrain, 4 réalités prirent forme, chacune révélant la portée du geste d'Ibrahim Traoré. Du point de vue des nations du Nord, nous avons sous-estimé leur capacité d'organisation. L'incident força une réévaluation du paradigme de sécurité en Afrique de l'Ouest.
Pour les diplomaties du Sud, ce fut un signal d'espoir. Des officiers du Mali et du Niger prirent contact dans les semaines suivantes pour envisager une coopération régionale. Quelques mois plus tard, naquit l'Alliance des États du Sahel, AES, un pacte sans tutelle basé sur une doctrine de discipline. Les premières patrouilles conjointes furent lancées en décembre 2025. Ce fut le début d'un système défensif africain géré par l'Afrique elle-même. Pour les populations locales, l'impact fut immédiat. Dans les villes, les marchés reprirent vie, les routes furent rouvertes, et la présence de troupes nationales au lieu de forces étrangères fit renaître la confiance. Des sondages du Centre burkinabé d'études sociales montrèrent que 72% des habitants percevaient cette haute autonomie mi-militaire comme une promesse de stabilité durable. La peur s'effaçait lentement derrière une fierté nouvelle. Pour la région du Sahel, les répercussions furent plus vastes. Les trafics reculèrent, les alliances tribales se restructurèrent autour de la notion d'intérêt commun et le commerce intra-africain connut une hausse estimée à 11% entre janvier et août 2026. Ce n'était pas un miracle économique, mais le signe d'un écosystème qui commençait à respirer sans assistance. Ces 4 cercles d'effets, du global au local, illustrèrent le véritable héritage de cette nuit silencieuse, la réapparition de la confiance. Car au-delà des armes, c'est l'idée même de permission qui venait de mourir, et avec elle, une ère de dépendance systémique. Dans les bulletins d'analyse, certains continuèrent à décrire le nom d'Ibrahim Traoré avec méfiance, mais dans les rues de Ouagadougou, il devint autre chose, un symbole de décision, un rappel que la dignité se mesure en actes, pas en signature. Le monde observait, parfois inquiet, parfois admiratif. Mais pour ceux du Sahel, l'histoire n'était plus à regarder. Elle se conduisait. L'avenir du Sahel se dessinait entre 3 trajectoires possibles, chacune éclairant les choix à venir d'Ibrahim Traoré et de ses alliés. Dans le scénario principal, l'Alliance des États du Sahel, AES, consolide ses acquis. Les exercices conjoints se multiplient, les frontières sont sécurisées et le fonds de souveraineté atteint la barre des 3 milliards de dollars. La coopération avec Pékin demeure technique. Formation, maintenance, logistique. Dans cette configuration, la stabilité repose sur la discipline, pas sur la dépendance. Les tensions avec les puissances occidentales s'apaisent peu à peu, remplacées par un pragmatisme discret. Le risque principal, la fatigue budgétaire, car la sécurité coûte cher à entretenir. Dans la vision la plus favorable, l'AES devient un modèle régional. Le Mali, le Niger et le Burkina Faso élargissent le partenariat à la Guinée et au Tchad. Les infrastructures militaires se doublent de réseaux civils. Routes, universités, centres de maintenance. Les indicateurs économiques suivent, croissance régionale à 82%, investissements locaux en hausse. Le mot d'ordre de Traoré, discipline, dignité, développement, devient doctrine continentale. L'Afrique de l'Ouest s'émancipe de la rhétorique de l'assistance pour adopter celle de la compétence. Dans le cas le plus difficile, les pressions extérieures s'intensifient. Des sanctions financières visent les circuits du fonds souverain. Les contrats sont bloqués et certaines factions internes dénoncent la concentration du pouvoir militaire. Si la transparence promise n'est pas maintenue, le récit d'indépendance risque de se fissurer. Une erreur tactique, un excès de confiance, et le symbole pourrait se transformer en isolement. Entre ces 3 chemins, Ibrahim Traoré avance avec prudence. Son approche demeure empirique. Chaque décision testée sur le terrain, chaque succès mesuré à l'échelle humaine. Car si la dépendance s'apprend, l'autonomie aussi. Elle exige non seulement du courage, mais une rigueur constante, celle de ne pas confondre puissance et sagesse. La question n'est plus peut-on résister, mais peut-on durer ? Et c'est peut-être là que se jouera le véritable avenir du Sahel, dans la capacité à transformer une révolte en système et une victoire symbolique en culture politique. Ce qui se passait au Sahel ne se résumait plus à un récit géopolitique, c'était devenu une affaire humaine. Dans les marchés de Ouagadougou, sur les radios communautaires, dans les écoles reconstruites, les habitants parlaient d'Ibrahim Traoré non pas comme d'un chef d'État lointain, mais comme d'un témoin de leur fatigue et de leur espoir. Les jeunes, surtout, se réapproprièrent le mot discipline. Ce n'était plus un terme militaire, mais une attitude. Travailler sans attendre, bâtir sans ordre,
apprendre sans tuteur. Dans les quartiers populaires, on voyait apparaître des graffitis « Nous n'attendrons plus ». Ce slogan, spontané, résumait l'esprit d'une génération qui voulait que la souveraineté devienne une habitude quotidienne. Les femmes furent les premières à traduire ce changement dans la vie concrète. Des associations locales se créèrent pour relancer les coopératives agricoles abandonnées depuis le retrait de l'aide étrangère. En quelques mois, des villages entiers purent de nouveau exporter leurs produits, cette fois sous le label « Produit par le Sahel pour le Sahel ». Et tandis que les capitales étrangères tentaient de comprendre ce renversement silencieux, les habitants, eux, ne cherchaient plus à se justifier. Leur dignité retrouvée tenait dans une phrase répétée sur toutes les ondes « Nous avons cessé de demander ». Ibrahim Traoré comprit que la victoire ne serait durable que si cette énergie populaire survivait au discours. Il déclara alors « La souveraineté se mesure au nombre de citoyens qui se lèvent chaque matin sans attendre qu'on leur dise comment vivre. C'est peut-être là que commença la véritable indépendance, non dans les arsenaux, mais dans les consciences. La transition amorcée devait désormais devenir un système durable. Pour Ibrahim Traoré, la souveraineté n'était pas une proclamation, mais un processus mesurable. Il présenta à son Conseil national un plan en 5 étapes, simples mais exigeants. Première étape, consolider les ressources. Les revenus miniers, agricoles et énergétiques devaient alimenter le fonds de souveraineté jusqu'à 3 milliards de dollars, seuil critique garantissant l'autonomie logistique de l'AES. Deuxième, former. Chaque officier recevrait une double instruction, tactique et éthique, savoir se battre et savoir s'arrêter. Cette discipline devint la colonne vertébrale du modèle sahélien. Troisième, industrialiser. De nouvelles usines d'assemblage furent installées à Bobo-Dioulasso et à Gao, employant d'anciens techniciens civils reconvertis. Objectif, réduire de 40% la dépendance aux importations de pièces. Quatrième, rendre des comptes. Les opérations de l'AES seraient auditées par un comité mixte composé d'États neutres, la Suisse, la Suède et le Kenya. Chaque rapport public renforcerait la légitimité du projet. Cinquième, transmettre. Les programmes scolaires intégrèrent un module intitulé Civisme et souveraineté pour que la doctrine devienne une culture, non un décret. Dans ce schéma, Ibrahim Traoré insistait sur une équation, force plus retenue et le respect. Le progrès, disait-il, n'est durable que s'il se mesure à la dignité de ceux qui le portent. Ainsi, la feuille de route n'était pas un plan militaire, mais une méthode de maturation collective. Chaque étape répondait à une question simple. Comment se défendre sans se déformer? Et, à travers le Sahel, cette discipline devint un langage partagé, un rythme commun battant plus fort que la peur. Le désert garde les secrets plus longtemps que la mémoire des hommes. Mais celui de cette nuit-là porte encore l'empreinte d'un moteur et d'un nom. Ibrahim Traoré. Des années plus tard, les témoins diront qu'ils se souviennent d'un silence avant l'aube, d'un bruit étouffé dans la poussière et d'une certitude nouvelle, que l'attente venait de finir. Ce moment devint un motif, rappelé dans les chansons, les poèmes, les discours, non pour glorifier un homme, mais pour se souvenir d'un instant où l'Afrique s'était levée sans signal extérieur. Le même hangar qui avait abrité les 23 véhicules servait désormais d'atelier, de symbole vivant. Dans son dernier discours de l'année, Ibrahim Traoré conclut ainsi « La force d'un soldat n'est pas dans son arme, mais dans sa volonté de s'en servir avec conscience. » 12 mots, un testament. Et peut-être que tout ce qui s'était joué cette nuit-là, la peur, la foi, le risque, la lumière, ne visait qu'une seule chose, rappeler que la dignité ne se réclame pas, elle se prouve. Ce récit n'est pas une fin, c'est une invitation. Ce que le Sahel a commencé, le monde peut continuer. Transformer la dépendance en discipline, la peur en méthode, la dignité en langage commun. Ibrahim Traoré n'a jamais cherché les applaudissements, seulement les témoins. Il disait souvent « Ce que nous faisons aujourd'hui, nous le faisons pour que nos enfants n'aient plus à demander ». Alors, si ces mots trouvent un écho en vous, si quelque part en vous persiste le désir de voir un continent se tenir debout, prenez ce moment pour le dire. Écrivez un mot, partagez cette histoire, transmettez-la sans emphase. Car chaque voix ajoutée devient une preuve que la souveraineté peut être partagée, que la liberté
n'a pas besoin de drapeau pour exister. Ce n'est pas un appel à la gloire, mais à la conscience. Parce qu'entre le silence et le vacarme, il existe un espace où l'histoire se façonne encore, celui de ceux qui regardent, comprennent et choisissent de rester.